les remords par rapport à ce qu'il a fait et qui est capable de nommer, moi, la sentence qui s'en vient, c'est pas ça ma sentence. Ma sentence, c'est que je vais porter ça toute ma vie. J'ai enlevé la vie de quelqu'un. Bonjour, mon nom est Robert Maranda de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique. Avec la série de balados Au-delà des barreaux, je vous invite à plonger dans l'univers complexe et méconnu du système carcéral. Au-delà des barreaux explore les réalités, les défis et les histoires captivantes liées à la vie au cœur du milieu correctionnel. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions alors que nous découvrirons ce monde souvent méconnu et mécompris à travers des épisodes captivants qui nous aideront à comprendre le rôle essentiel des services correctionnels au Québec où l'humain est au cœur des interventions. Avec ce 3e épisode, on complète notre tour du métier d'agent de probation. Alors que pour l'épisode 2, nous étions avec une agente de probation interne, cette fois, Marie-Ève Lacroix nous explique son métier d'agente de probation externe en milieu ouvert. Venez donc avec moi au-delà des barreaux. Marie-Ève Lacroix, bonjour. Bonjour. Marie-Ève Lacroix, tu es agente de probation externe dans la région de Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches. Il faut mettre au clair les choses tout de suite. Agente de probation externe, c'est différent d'agente de probation interne. Interne qui est dans un centre de détention, c'est ça? Exactement. Donc, on a rencontré ta collègue au dernier épisode. Là, tu es externe. Explique-moi la différence pour qu'on comprenne bien. Bien, en fait, dans notre jargon, on dit en milieu ouvert. OK. Donc, agent de probation en milieu ouvert, c'est qu'on a la clientèle, effectivement, celle qui sort de détention. Donc, soit dans le cadre d'une remise en liberté, exemple, une permission de sortir, une libération conditionnelle. La peine de détention n'est pas terminée, mais ils sont remis en liberté. Nous, on fait la surveillance de cette clientèle-là. Ou toute la clientèle qui ne va pas en détention. Donc, on fait les rapports pré-sententiels avant la sentence. Mm-hmm. Et toutes les mesures aussi, l'emprisonnement dans la collectivité, les mesures de suivi probatoire, qui sont des mesures sententielles de suivi en communauté. Donc, Okay. le suivi se fait en milieu ouvert. Est-ce qu'il arrive parfois que le milieu fermé, milieu ouvert, vous parlez? Absolument. Parce que vous devez, c'est comme une chaîne de continuité, j'imagine. Vous devez avoir des relations entre vous. Bien sûr. Parce que vous vous tapez dans le mythe, comme on dit. Oui, exact. On se partage la même clientèle. Bien, pas toutes, parce que nous, en milieu ouvert, on a une certaine clientèle qui ne va pas en détention. Par contre, effectivement, si on fait un rapport présententiel et que la personne reçoit une sentence de détention, bien, l'agent de probation va se servir de l'évaluation qu'on a faite avant la sentence pour poursuivre la démarche avec la personne incarcérée. Et avant que les personnes incarcérées soient libérées, bien, nous, on va avoir accès aux évaluations qui ont été faites en milieu fermé pour évidemment optimiser le service en milieu ouvert. Je suis peut-être pas le seul là, à ne pas savoir, mais c'est quoi un rapport présententiel? Un rapport présententiel, c'est un rapport que les agents de probation vont faire qui se veut un éclairage à la cour, donc au juge. Dans le fond, le client, il a plaidé coupable, il est reconnu coupable et c'est un éclairage pour que la sentence la plus appropriée lui soit donnée. Donc, c'est une analyse criminologique où on fait le portrait de la personne contrevenante, son histoire de vie, qu'est-ce qui influence, dans le fond, son passage à l'acte, puis sur quels besoins criminogènes on doit travailler pour diminuer le risque de récidive. Donc, criminogène? Oui. C'est-à-dire? Bien, ce qui influence la criminalité. OK. Dans le fond, est-ce qu'on est devant une personne que ça va être un problème de toxicomanie qui va engendrer sa criminalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des valeurs fondamentalement délinquantes? En termes criminologiques, il y a beaucoup là, de besoins qui peuvent être ciblés pour essayer d'atténuer le risque de récidive. Nous, comme agents de probation en milieu ouvert, notre rôle est très déterminé en fonction de la mesure qu'on gère. Donc, en probation, on les voit de façon bimensuelle ou mensuelle. Ils ont des comptes à rendre dans le sens qu'ils ont des conditions qui ont été prescrites par un juge. Ça peut être de ne pas consommer, pas aller dans les débits de boissons, des interdits de contact avec des victimes. Bon, ça peut être... On entend souvent ça, pas s'approcher à temps de telle personne ou de tel lieu. On entend ça exact. Souvent. Donc, nous, c'est sûr que c'est notre mandat de s'assurer qu'il respecte ces conditions-là, mais je veux dire, il n'y a personne qui va le suivre entre notre bureau chez lui et ses activités. Okay. S'il se fait arrêter et qu'il est en manquement, bien là, il va avoir une accusation, mais sinon... Par contre, exemple, de l'emprisonnement dans la collectivité, où là, il doit être 24 heures sur 24 à son domicile, bien là, il va avoir des téléphones chez lui à toute heure du jour et de la nuit. S'il ne répond pas à un appel, il va avoir un manquement systématiquement qui va être dénoncé à la cour par notre service.
Il va y avoir des visites à domicile qui se font de façon aléatoire également. Donc, l'emprisonnement dans la collectivité va être suivi de façon beaucoup plus serrée qu'une mesure probatoire parce que l'esprit de la mesure n'est pas la même. Est-ce que c'est des gens comme toi qui font Oui, ça? c'est les agents de probation en milieu ouvert. Ouais. Il y a plusieurs types d'évaluations que vous devez faire. Tu parlais de rapport présententiel tout à l'heure. Il y a d'autres types d'évaluations là, pour plusieurs types de clientèle. Explique-moi-en quelques-uns pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, bien, le rapport présententiel en est un. Ça, c'est avant la sentence. Avant la sentence, on a aussi là, l'évaluation au stade de la remise en liberté. L'évaluation du risque au stade de la remise en liberté pour une personne accusée en matière de violence conjugale. Dans notre jargon, on appelle ça l'évaluation caution, c'est plus court. Okay. Ça, c'est avant qu'il plaide coupable. Okay. On a le rapport présententiel, c'est les deux types d'évaluation qu'on fait avant le prononcé de la peine. Suite à une sentence, il y a le RBAC. Donc, ça, c'est l'évaluation du risque et des besoins pour une sentence de plus de 6 mois. La même évaluation se fait en détention. Là. Les évaluations sont similaires. Donc, ça se fait par un agent de probation. C'est comme une évaluation qui va donner un niveau de risque et de besoin en termes criminologiques assez général. On va avoir une évaluation spécialisée pour la délinquance sexuelle qui s'appelle le statique stable. Donc, ça, même principe, c'est des évaluations actuarielles qui déterminent un niveau de risque et de besoin. Et bientôt, on va avoir une évaluation de type RBAC, mais plus spécialisée pour la violence entre partenaires intimes. Ça s'en vient là, dans les prochains mois là, pour mieux évaluer le risque en termes de violence. Ça permet donc, ces évaluations, de probablement d'établir le risque, comme tu disais tout à l'heure, de récidive puis les besoins, mais aussi de donner des services complémentaires aux personnes pour qu'ils puissent, parce que le but, c'est de s'en sortir, j'imagine. Oui, puis c'est de mieux cibler les besoins qu'on doit travailler avec la personne contrevenante pour diminuer le risque. Puis nos évaluations déterminent aussi les standards de suivi, c'est-à-dire à quelle fréquence on va rencontrer la personne. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir de façon bimensuelle, mensuelle? Ça, c'est déterminé par l'évaluation là aussi. Est-ce que c'est vous qui allez chercher, par exemple, des services d'organismes communautaires qui offrent des services aux personnes qui sont dans cette situation-là aussi? Oui, bien, on a une entente de partenariat avec les organismes communautaires, là, les maisons de transition dans la région de Québec. Puis dans d'autres régions, ça peut être des organismes communautaires sans que ce soit nécessairement une maison de transition. Il y a un pourcentage de la clientèle là, que le suivi est assumé par eux. Il y a quand même toujours un agent de probation qui demeure responsable au niveau légal. Là, donc, il y a une collaboration étroite qui se fait entre l'intervenant communautaire et l'agent de probation. Mais toutes les ressources externes aussi, les ressources qui vont donner du traitement au niveau de la violence, au niveau de la toxicomanie, au niveau de la délinquance sexuelle, ça, c'est tous des partenaires que nous, on établit là, des références, on essaie de maintenir les liens, bien connaître leurs services. C'est vraiment un travail de partenariat. Ça veut dire que dans le quotidien, tu travailles avec des accusés. Oui. Des personnes qui ont commis des fautes au sens de la loi et puis qui parfois reconnaissent leur erreur. Parfois pas, c'est ça. Oui. Tu dois vivre à tous les jours avec des gens qui tentent de te convaincre qu'ils sont vraiment les meilleurs au monde, j'imagine. Comment tu perçois ça? Bien, c'est sûr qu'il y a des clients qu'on voit qu'ils sont transparents, ils reconnaissent les comportements qu'ils ont eus. Bon, des fois, ça va être teinté de justification. Tu sais, oui, je l'ai fait, mais c'est à cause de telle raison. On travaille à partir de là, on regarde qu'est-ce qu'il reconnaît. On est habitué quand même, nous, on travaille avec une clientèle qui est non volontaire. Ben oui. D'emblée, ils n'ont pas le choix de venir nous voir sur une sentence qu'ils ont obtenue. Ouais. En même temps, moi, ce que je leur dis, c'est que vous avez accès à des services. Les agents de probation, ils ont tous un bac en relation, dans un domaine connexe à la relation d'aide. Donc, on a des sexologues, on a des criminologues, des travailleurs sociaux, des conseillers d'orientation. Donc, moi, je leur dis, vous avez accès à un service gratuitement. Donc, les gens qui veulent de l'aide, bien, rapidement, ils se rendent compte que, OK, ça peut être utile, ce suivi-là. Puis, effectivement, je n'ai pas le choix là, de venir. Fait qu'aussi bien y trouver mon compte puis travailler sur quelque chose. On a quand même beaucoup de clients qui sont collaborants, qui vont, ils vont reconnaître avec certaines réserves. Sur le bout des lèvres. Sur le bout des lèvres, mais plus le lien se crée, plus il arrive dans notre bureau avec ce qui s'est passé dans sa vie dans les dernières semaines. Des fois, il arrive chargé, des fois, il arrive calme, disposé. On les prend où ils sont rendus. Donc, autant celui qui ne reconnaît pas que celui qui est ouvert, transparent et qui veut de l'aide, bien, on compose avec ça. C'est sûr qu'il y a plus de défis quand on a l'impression que la personne n'est pas transparente puis qu'il ne reconnaît rien. Puis, on travaille avec ce que la personne nous donne. Évidemment, on essaie d'avoir accès
Surtout quand on est en période d'évaluation, si c'est des délits où il y a des victimes impliquées, on va appeler la victime. On va essayer toujours d'avoir un accès au réseau social de la personne, mais ça prend l'autorisation du client. On ne peut pas appeler sa mère s'il ne nous donne pas l'autorisation, mais c'est sûr qu'on essaie de parler à des proches pour bonifier le plus possible nos sources d'informations. Puis à ce moment-là, ben, finir par avoir un portrait qui est peut-être un peu plus nuancé que ce que le client nous donne, mais d'avoir une idée de la situation exacte. On a aussi beaucoup de documents. On a le précis des faits policiers. Donc, on a comment ça fait. C'est tout le document qui sert, dans le fond, à la preuve au niveau de la cour qui, ultimement, amène au plaidoyer de culpabilité. C'est la petite histoire de la situation. L'arrestation, ouais. Okay. Les documents de preuve. Donc, ça aussi, quand même, ça nous aide des fois à... Quand le client nous dit, ben oui, mais c'était pas tout. Ouais, mais tu sais, lors de l'arrestation, les policiers ont noté que telle chose. Tu sais, on peut quand même confronter, on peut. C'est ça, on est outillé aussi pour travailler avec une clientèle qui minimise, qui justifie, qui reconnaît pas, qui nie. Oui. C'est ça. Tu vois tous les travers de l'être humain à ce moment-là, tous nos justificatifs, quand on est dans une situation, quand on est acculé au pied du mur, on a le choix de mentir, de nier ou de dire « OK, je mets un genou par terre puis j'ai besoin d'aide ». C'est un peu ça? Bien sûr, on les voit dans leur vulnérabilité. Puis en même temps, il faut se rappeler que c'est assez humain et instinctif d'avoir envie de se présenter sur son meilleur jour. Oui, ben oui. Tu sais, quand on les rencontre pour le rapport présententiel, pour eux, c'est assez déterminant, là. On explique c'est quoi ce rapport-là puis à quoi ça sert. Il sait que la sentence va, entre autres, être déterminée par ce rapport-là. Pas que ça, évidemment. Mais donc, il veut que le rapport soit positif. Puis moi, ce que je trouve important d'expliquer aux clients, c'est un rapport qui est positif. C'est pas un rapport où tout va bien. Parce que si tout va bien puis que tu as commis un délit, ben donc, si tout continue de bien aller, tu vas recommettre un délit. Ben, c'est ça. Voilà. Donc, un bon rapport présentatiel, c'est un rapport où le client nous a donné l'heure juste, où on est capable de mettre en perspective qu'est-ce qui allait pas bien dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir de l'aide par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir de l'aide, quelles ressources on peut mettre à contribution pour qu'une situation, si une situation similaire arrive, bien, qu'il n'y en aura pas de délit. Fait que c'est ça un bon rapport. C'est pas un rapport où tout allait bien dans la vie de la personne. C'est un rapport où on comprend comment il en est venu à commettre un délit puis comment on fait pour pas que ça réarrive. Toi, tu vois donc des types de sentences possibles, là. Il y a probation, emprisonnement avec sursis, libération conditionnelle à la suite d'un emprisonnement et permission de sortir à la suite d'un emprisonnement. Oui. Donc ça, c'est comme 4 sentences possibles que tu vois là, dans ton métier à tous les jours. Est-ce qu'il y en a dans ceux-là où ça demande plus d'intervention ou c'est plus complexe à gérer? Bien, la libération conditionnelle puis la permission de sortir, c'est pas des sentences, c'est des mesures, dans le fond, qui sont accordées dans le cadre d'une sentence d'incarcération. Okay. Petite nuance. OK. Mais c'est pas nécessairement qu'il y a des mesures plus complexes que d'autres à gérer, c'est juste que notre marge de manœuvre n'est pas la même. C'est-à-dire que pour une permission de sortir puis une libération conditionnelle, si on a un doute que la personne ne respecte pas ses conditions, même sur un doute, on peut suspendre parce qu'il appartient à la détention, cette personne-là. C'est lui qui a le fardeau de la preuve de nous démontrer qui respecte ses conditions, qui est transparent, qui nous donne l'heure juste. Si on a un doute, s'il ne nous permet pas de faire une vérification efficace, ben, on peut le suspendre et à ce moment-là, il retourne en détention puis il va être revu par la Commission québécoise de libération conditionnelle où nous, on va faire un topo de dire, ben, ça ne fonctionne pas avec ce client-là, il n'y a pas assez d'ouverture, il ne collabore pas suffisamment, puis la Commission prendra la décision qu'il veut. Donc, vous avez le rôle de dire, ben, lui, il ne respecte pas ses conditions. C'est un peu un mauvais rôle par rapport au détenu. Il ne doit pas vous voir trop avec grand bonheur. Quand il sait, est-ce qu'il sait que c'est vous qui avez dénoncé, entre guillemets? Je ne sais pas si je peux utiliser ça. Oui, on s'assume. Ouais? Oui, on s'assume, OK. On s'assume. Bon. Bien, en fait, on a un rôle avec un double mandat. On a le rôle de la relation d'aide, puis on a le rôle de surveillance. Et on a toujours à conjuguer avec ces deux composantes-là. Puis selon la mesure, bien, des fois, la relation d'aide prend un peu plus de place. Exemple, en probation, c'est une sentence qui se veut une mesure de réinsertion sociale. On a beaucoup moins de surveillance. Puis en probation, on a le fardeau de la preuve. C'est nous qui l'a. Il faut prouver qu'il n'a pas respecté ses conditions si on veut faire un manquement. Par contre, les clients, ils savent qu'on est là pour les aider. Mais c'est sûr que lui qui ne veut pas d'aide, ben ça ne tente pas de nous rencontrer puis on est un obstacle. Là. Lui, ça serait plus simple sa vie si on le rencontrait. Ben oui, c'est ça. Évidemment. Puis en libération conditionnelle, ben
oui, ils savent que si ça se passe pas bien, qu'on peut, nous, décider de suspendre la libération conditionnelle, donc le priver de sa liberté, ce qui n'est pas rien là, comme décision. Donc, c'est sûr qu'on ne prend pas ça parce que sa face ne revient pas. Là, ça prend beaucoup de jugement et j'imagine aussi beaucoup d'expérience de vie, mais comment on fait quand on débarque dans ce métier-là pour avoir ce recul-là? Parce qu'on a peut-être beaucoup de formation quand on sort de l'école, mais on n'a pas le recul de l'expérience. Et à un moment donné, dans 10, 15, 20 ans, ça va venir. Mais comment on fait pour gérer ça? Bien, c'est un gros mandat. Ouais. On travaille en équipe, on se valide. Exemple, pour la libération conditionnelle, on a des personnes désignées de la CQLC, donc c'est des agents de probation d'expérience ou des chefs d'équipe. Et c'est eux qui vont prendre la décision en milieu ouvert. Là, comme moi, je suis personne désignée de la CQLC, donc mes collègues vont se référer à moi ou à d'autres personnes désignées de la CQLC pour venir nous dire, bon, ben là, il se passe ça dans la situation, j'ai ça comme doute, qu'est-ce que je fais? T'sais? Bien là, OK, on regarde le dossier, on regarde la décision, c'est quoi les conditions légales aussi, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes. Puis qu'est-ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a déjà fait une rencontre disciplinaire? Tu sais, on essaie d'y aller dans une gradation d'intervention. Est-ce qu'on a déjà fait une rencontre disciplinaire, une rencontre de mise au point? Bon, c'est des termes un peu plus techniques, mais c'est pour démontrer qu'il y a une gradation possible dans les interventions selon le manquement. Évidemment, si il récidive, il recommet un délit, on ne se pose pas de questions, c'est automatiquement une suspension. Okay. Mais s'il nous avoue une consommation, bien, on décortique aussi. Est-ce que c'est lui qui nous l'avoue? Okay. Est-ce qu'il demande de l'aide? À ce moment-là, on peut changer le plan. Tu sais, il était chez lui, mais là, on se rend compte qu'il n'est pas capable de maintenir son abstinence. Il nous le dit, il veut de l'aide. On le réfère en thérapie fermée. Bien, on va essayer ça, tu sais, avant de le retourner en détention. Donc, le but, c'est d'abord de lui offrir de l'aide au maximum. On veut qu'il s'en sorte. Oui. C'est basé là-dessus au Québec. On croit aux chances des gens de s'en sortir s'ils démontrent des bonnes choses. Est-ce que ça arrive des fois que la personne s'évapore dans la nature et vous devez le chercher? Est-ce qu'on vous donne le mandat de chercher des personnes qu'on ne trouve plus tout à coup? Nous, on ne les cherche pas, mais nous, on dénonce. Par contre, quand on les a perdus dans la brume, comme on dit. Donc, à ce moment-là, la mesure va être suspendue. Au niveau de la loi, il y a un mandat d'amener qui est émis. Mm-hmm. Et ça, c'est alimenté dans les services policiers. Et là, ben, quand il va se faire arrêter, ben, il va se faire ramener au centre de détention. Vous allez le retrouver quelques mois plus tard. Oui, et là, il va avoir un résiduel de sentence à purger. Là. Mm-hmm. Le temps ne continue pas et il se fait arrêter un an plus tard, c'est fini. Là, le temps est suspendu à partir du moment où la mesure est suspendue dans le fond. Est-ce que tu travailles avec des hommes et des femmes, les deux aussi? Oui. Y a-t-il une différence dans l'approche? Oui, il y a une différence. Les femmes, selon moi, arrivent beaucoup plus tard dans les services correctionnels parce qu'au niveau de la justice, je pense que, disons que peut-être qu'ils obtiennent moins rapidement une sentence avec un suivi ou encore de l'incarcération. Donc, quand ils arrivent dans nos services, ils sont quand même des fois un petit peu plus hypothéqués qu'un homme qui va arriver dans nos services. C'est vrai que statistiquement, les femmes sont beaucoup moins représentantes des tensions que les hommes. Fait que donc, évidemment, ça doit se refléter dans la clientèle que tu côtoies, c'est ça? Exact. OK. Donc, c'est quand même les femmes une clientèle, oui, où il faut s'adapter. Il y a des enjeux d'enfants, des fois, de garde d'enfants qui sont différents. Au plan de la santé mentale, quand même, remarquez qu'au niveau des hommes aussi, là, on compose de plus en plus avec des problèmes de santé mentale. Là, c'est une réalité. Oh oui. Tous les gens qui ont des services d'aide en urgence avec des personnes incarcérées vont vous le dire, c'est la même chose, oui. C'est ça? Ah oui, vraiment. OK. Donc, femmes-hommes différents. Oui. Est-ce qu'il y a plus d'agressivité chez les hommes? J'imagine que oui, envers toi, ou tu perçois pas, toi, de l'agressivité dans ton métier? Oui, il y en a, mais c'est pas... tu sais, on n'a pas peur à tous les jours, là. Mais oui, c'est sûr qu'on a une clientèle qui parfois arrive chargée, en colère. Il faut apprendre aussi à faire la différence entre un homme qui va arriver dans nos services, qui va parler fort, qui va ventiler, qui va être en colère des fois contre le système, contre la sentence qu'il vient d'obtenir, un sentiment d'injustice vécu. Il peut parler fort, il peut sacrer. Ça ne veut pas dire qu'il est fâché contre nous et que nous, il faut se sentir en danger. T'sais, ça aussi, ça s'apprend. La différence entre quelqu'un qui va être intimidant envers nous versus quelqu'un qui va être en surcharge émotive et qui va ventiler dans nos bureaux. Là. Est-ce que tu as déjà eu peur? Oui,
mais pas Ouais. souvent, quand même. OK. Mais oui, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, Il y a de l'aide? Oui, il y a de l'aide, mais ben, il y a- Jamais seul. on n'est jamais C'est ça. seul dans nos services et il y a souvent de l'aide bien avant qu'on en ressente le besoin. C'est-à-dire que Ah, OK. dès que le ton monte dans les bureaux, il y a toujours comme des gens qui vont porter l'oreille, qui vont s'approcher, qui vont se faire voir aussi. Tu sais, que nos bureaux, c'est pas des. Il y a toujours une portion vitrée, là, soit à côté de la porte ou la porte est vitrée. Donc, il va toujours, on sent la présence de nos collègues dès que le ton monte. Des fois, on peut faire signe, OK, ça va. Tu sais, ou on tend l'oreille, on entend ce que le client dit, OK, il est fâché, mais il n'est pas menaçant. C'est différent. Donc, mais oui, tu sais, moi, exemple, c'est arrivé qu'un client se lève, me pointe en me menaçant de me faire voler dans le mur parce qu'il était vraiment en colère. Donc, à ce moment-là, on a toujours, nos bureaux on est positionnés de façon sécuritaire. Donc, c'est toujours l'agent qui est le plus près de la porte. Donc, on se lève, on rouvre la porte, on l'invite à sortir. Puis, si jamais il ne voulait pas, ben là, il y aurait. Tu sais, on est formé dans nos équipes là, pour une intervention de crise, mais généralement, ils collaborent quand même bien. Là. Est-ce que ton travail influence ta vie privée? Est-ce que parfois ça se ressent? Est-ce que tu vois, des fois, on a des déformations professionnelles? Est-ce que tu le sens parfois? On a tous tendance à vouloir être positionné. Mettons, je rentre au restaurant, j'ai tendance à toujours vouloir être face à la salle, voir les gens et non être face au mur, mettons, tu sais, des fois au restaurant à deux, mettons. Tu vas lire la salle, comme on dit en Oui, anglais. bien, instinctivement, je vais préférer avoir un visuel sur ce qui se passe alentour de moi. OK, donc toujours un peu sur tes gardes. Bien, je me sens pas sur mes gardes. Non, mais c'est un oui, réflexe. Oui, je pense que c'est un réflexe, ouais. On parle beaucoup de réinsertion sociale au Québec. Est-ce que tu y crois, toi? J'imagine que oui, c'est ton métier, mais je veux dire, c'est la base de ton métier. Mais je pose la question quand même parce que je trouve ça important d'en parler. On est un système qui se démarque d'ailleurs dans le monde aussi, là, quand même. Vraiment. Bien, moi, j'y crois absolument. Je suis convaincue que ça passe par là. Puis, tu sais, croire en la réinsertion sociale, ça ne veut pas dire pour moi être contre un arrêt d'agir, une période d'incarcération. Tu sais, on dirait que ce qui est mal perçu parfois, c'est que croire en la réinsertion sociale, c'est croire au potentiel de changement, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on pense que une sentence de détention, c'est dénaturé ou qu'on déresponsabilise la personne des actions qu'elle a commises. Tu sais, il y a certains actes qui sont commis qui méritent une peine de détention, ne serait-ce que pour l'aspect punitif. C'est correct, tu sais, comme société, d'avoir une panoplie de sentences possibles. En même temps, c'est pas en enfermant quelqu'un à long terme qu'on va travailler à éviter que ça réarrive un futur geste. Est-ce que ce que tu as vu dans ton expérience de métier te prouve ça? Oui. Oui. En même temps, mon expérience me dit aussi qu'il faut niveler nos attentes. OK. Tu sais, as-tu des exemples à me donner? Bien, quand on commence, on aimerait tous ça, qu'ils s'en sortent et qu'ils ne recommettent jamais de délit. Bien, des fois, avec le temps, on se dit, bien, ce client-là, on le revoit dans nos services, mais la gravité des délits est un peu moindre. Bon, il y a des acquis en cours de route. Des fois, il y a des rechutes, puis des fois, ça se passe pas bien. Mais au final, il est de plus en plus ouvert. Il va nous appeler des fois en amont d'une désorganisation pour nous dire que ça va pas bien, nous dire qu'il a besoin d'aide. Donc, je pense qu'il faut, c'est ça, avoir des attentes réalistes par rapport à nos clients selon leur état, selon leur parcours, ce qu'ils ont vécu, leur potentiel aussi. Ils n'ont pas tous le même potentiel de changement. Là. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'on est tous humains, finalement. Ben, oui. On a tous nos rechutes, nos victoires, nos succès, Exactement. nos défaites. Oui. Puis on apprend beaucoup de ça. Oui. Est-ce que tu as des moments de fierté dont tu te rappelles pour toi, oui, mais surtout pour tes gens, pour les personnes qui étaient incarcérées puis que tu as suivies? Est-ce que tu as des souvenirs de dossiers à succès, par exemple? C'est toujours le fun de donner un peu de positif. Ben oui, il y en a, tu sais, des clients en cours de route, ils font des prises de conscience importantes, ils renouent avec un réseau social qui était épuisé, qui ne croyait plus, qui font des démarches concrètes, des thérapies fermées longue durée, qui nous donnent des nouvelles après quelques années. « Hey, Marie, ça va encore bien, tu sais, je t'offre, je continue. » Tu sais, ça, c'est vraiment génial. Ou qui vont des fois nous dire « Ouais, j'ai eu une rechute, mais je n'ai pas recommis de délit. » Ben, parfait, tu sais, c'est ça qu'on veut ultimement, nous.
dans les services correctionnels. Il y en a qui vont avoir des problèmes de consommation au long cours, mais si ça ne t'amène pas à commettre des délits, nous, on a gagné quelque chose comme société. T'sais, c'est déplorable pour la personne. On voudrait qu'elle ait plus de problème de consommation, mais si elle prend des moyens légaux et moins dommageables pour subvenir à ses besoins de consommation puis qu'elle ne commet plus de délits, bien, on a gagné quelque chose. À quel moment Marie-Ève Lacroix s'est dit, moi, je veux devenir agente de probation? Ben moi, avant d'être agente de probation, j'ai travaillé 10 ans dans une maison de transition au CRC Le Pavillon à Beauport. OK. Donc, c'est sûr qu'on travaillait en étroite collaboration avec le service de probation, mais c'était pas clair pour moi que je voulais devenir agente de probation. Non, j'ai beaucoup aimé mon passage au communautaire. Le vivre avec la clientèle, c'est très enrichissant. Mais bon, c'est sûr que les perspectives d'avancement, la stabilité qu'amène un emploi comme agent de probation en cours de route, ben, c'est devenu une option. Puis j'ai fait le pas. J'étais allée voir c'était quoi de l'autre côté, puis ça m'a plu. Qu'est-ce qui te passionne le plus là-dedans? Ah, mon Dieu, ben maintenant, c'est sûr, moi, j'ai un rôle de chef d'équipe maintenant, donc c'est sûr que toute la supervision des nouvelles agentes, parce que tu le mentionnais tantôt, on fait comment quand on commence? Ben, ça prend des coachs. Donc, moi, cette portion-là de supervision puis de coaching des nouvelles employés, ça me passionne. Est-ce que tu as de nouvelles employés sous ton aile actuellement? Oui. Comment ils vivent ça, puis comment tu réussis à les conseiller avec ton expérience maintenant? Comment elles vivent ça, il faudrait leur demander. C'est sûr que arriver présentement comme agente de probation, on est dans un vent de changement, donc il y a quand même, c'est une grosse charge, là. Celles qui arrivent, ben là, ça peut être ça aussi, nous. Oui, homme-femme. Oui, on voudrait plus d'hommes, mais bon. C'est une grosse charge et quand ils arrivent sans expérience, en sortant de l'école, des fois, j'ai un petit vertige pour elles parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, on touche à toutes les problématiques. On ne peut pas dire, moi, je suis spécialisée en violence conjugale. Bien oui, ça peut être ça, la spécialisation. Donc, quand on va avoir des sexologues, c'est sûr qu'eux, la délinquance sexuelle les intéresse, mais ils vont avoir des toxicomanes, des fraudeurs, la santé mentale. Tu sais, toutes les problématiques, il faut quand même arriver à se débrouiller, à cerner ça, à travailler avec ces éléments-là. Puis il y a beaucoup de comorbidités. Là. Ça, c'est un même client qui a beaucoup de problématiques. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es là pour les aider. Ben oui, absolument. C'est vrai, c'est ça. Il y a une belle prise en charge. Là. Oui, bien, il y a des chefs d'équipe qui font la supervision, puis il y a des agents de probation d'expérience aussi qui, heureusement, qui sont là parce que seul comme chef d'équipe, on n'y arriverait pas. Là. Donc, les équipes sont quand même, oui, il y a beaucoup de nouvelles, mais il y a des gens stables qui apportent leur support. Il y a beaucoup d'entraide. C'est un domaine où c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que la question, c'était qu'est-ce qui me passionne? Mm-hmm. Oui, le coaching, mais je trouve qu'on est des belles équipes solidaires, soudées, surchargées, mais solidaires là-dedans. On sent toujours là, que les gens sont là pour se supporter, s'entraider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un organisme pour telle problématique, quelque chose de très niché? Ah oui, il va voir à telle place, j'ai déjà entendu parler de ça. On a des équipes team qui servent qu'à ça. Donc, pour aimer ce métier, pour le faire, il faut aimer l'esprit d'équipe, évidemment, travailler en groupe. Il faut aimer la relation d'aide. Bien sûr. Puis il faut aimer aussi quoi d'autre? Bien, il faut aimer, premièrement, il faut avoir l'intérêt à l'autre. Il faut vouloir sincèrement l'écoute, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, au-delà du comportement, c'est ça notre rôle comme agent de probation. L'analyse qu'on fait, criminologique, c'est ça, d'essayer de faire des liens entre l'histoire de vie, comment la personne s'est développée là-dedans, puis qu'est-ce qui a influencé son comportement. Donc, il faut avoir l'intérêt à l'autre, il faut avoir une capacité d'analyse, une capacité de rédaction aussi, parce que nous, toutes ces belles analyses-là qu'on a dans nos têtes, il faut les mettre en mots, puis il ne faut pas que ça prenne une semaine mettre ça en mots. On a toujours des délais de rédaction à respecter, donc ça prend une capacité d'analyse, une capacité de rédaction aussi. De l'empathie, de l'écoute, du respect pour la clientèle. C'est sûr que si la clientèle se sent jugée, ils ne se confieront pas là. Tout n'est pas toujours rose dans un métier. Il y a aussi des moments difficiles que tu as vécus. Ça ressemble à quoi, par exemple? Des moments difficiles. Bien, en fait, moi, je dirais que c'est pas... Des fois, avec la clientèle, c'est peut-être de se sentir démuni. Puis je parlais de la santé mentale qui est omniprésente. C'est sûr que
notre clientèle délinquante, pas toujours ouverte au service, toxicomane de surcroît, problème de santé mentale, même quand on réussit à dire, bon, ben là, va-t'en à l'urgence psychiatrique, tout ça, ben sitôt rentré, sitôt sorti. Donc, c'est sûr que ça, on se sent démuni parfois avec cette clientèle-là. Sinon, les difficultés, c'est plus d'ordre organisationnel qu'avec la clientèle. C'est plus la surcharge, les délais, les changements qui sont quand même constants. Il faut être à l'aise avec l'ambiguïté puis les changements. Donc. Oui, les zones grises, parce qu'on travaille avec l'humain. Il y a sûrement un moment, depuis que tu fais ce métier-là, que tu as été ému. Ému aux larmes, là. En bien ou en mal, mais plus en bien, normalement. Quand on est ému, c'est relativement positif. Oui. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il me vient à l'esprit mon rapport présententiel, un des premiers que j'ai fait pour une faculté affaiblie causant la mort, avec un client qui était pas du tout un délinquant, en fait, qui avait aucun antécédent, même pas une accusation au niveau du code de la sécurité routière, et qu'une journée, il a pris son véhicule en état d'ébriété, il a tué quelqu'un et d'avoir accès à la souffrance de cette personne-là qui vit avec la culpabilité, qui vit avec les remords par rapport à ce qu'il a fait et qui est capable de nommer, moi, la sentence qui s'en vient, c'est pas ça ma sentence. Ma sentence, c'est que je vais porter ça toute ma vie. J'ai enlevé la vie de quelqu'un. Ça, c'est confrontant. C'est poignant. Ben oui, évidemment, on n'est pas insensible à la souffrance et là, c'est une souffrance qui était palpable, réelle. Ouais. C'est là que tu t'es rendu compte quoi, que la personne, sa sentence, elle l'avait pour vrai, sa vraie sentence, c'est le remords de sa vie, puis de vivre avec ça toute sa vie, c'est beaucoup plus grave que n'importe quoi d'autre, c'est ça? Absolument. Même si ça en vient 4 ans d'incarcération, pour cette personne-là, ça équivaut jamais à ce qu'il va porter toute sa vie. Est-ce que tu as eu des nouvelles de cette personne-là? Oui, oui. Ça dit quoi? Ben, c'est quelqu'un qui s'est totalement... Ben, je peux pas dire repris en main parce que c'est pas quelqu'un qui était désorganisé, mais c'est quelqu'un qui a été capable de rebondir et de poursuivre son parcours de façon très positive. Ouais. Ça illustre bien, en fait, le fait que tout le monde peut avoir une seconde chance. Absolument. Sur le fait que notre système est basé là-dessus. Oui. Est-ce que ça te conforte avec ton métier quand tu vois des choses comme ça? Est-ce que ça te... Oui, mais c'est sûr que c'est pas une clientèle. Tu sais, c'est pas... Cette, mettons, anecdote-là, si je peux dire ça, ou cette situation-là reflète pas notre quotidien, parce que c'est sûr qu'on travaille avec des gens qui sont délinquants généralement, mais moi, il y a plein de choses qui me confortent quand même. J'ai l'impression qu'on est là pour les bonnes raisons, qu'on est là avec une clientèle qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler avec cette clientèle-là. Tu sais, dans la majorité des organismes, c'est bien, s'il n'est pas volontaire, s'il ne reconnaît pas, on ne l'accepte pas, puis c'est correct, je comprends, c'est normal. C'est des organismes de traitement, donc si la personne ne reconnaît pas ses gestes, mais nous, on est là pour essayer d'amener cette personne-là à les reconnaître, ses gestes, puis à cheminer, on appelle ça de la conscientisation par rapport à ces problématiques, puis ça prend des gens qui font ça dans le milieu, parce que quand on arrive à ouvrir cette brèche-là, ben, c'est là, après, où ça peut être profitable pour toute la société. Là. Le dernier rempart, finalement. Exact. Marie-Ève Lacroix, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Encore une fois, je suis surpris de la générosité des gens comme Marie-Ève Lacroix qui nous parle de son métier avec des étincelles dans les yeux. Si le métier d'agent de probation en milieu ouvert vous intéresse, rendez-vous sur le compte LinkedIn du ministère de la Sécurité publique pour plus de détails. Ce balado est une production de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique.